Le pouvoir économique est toujours supérieur au pouvoir politique. Mesdames, Messieurs, merci, bienvenue dans Couloir de la Vérité. Couloir de la Vérité de cette semaine reçoit Messieurs Ulunga Kassongo Delphin, rapporteur à l'Ordre national des experts comptables, ONEC en sigle, dans la province du Haut-Katanga. Avec lui, nous allons parler sur l'inflation du taux de change, son impact sur l'économie de la République démocratique du Congo et le social de la population. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue. Alors, qu'est-ce qui est généralement à la base de cette inflation? Bon, l'inflation du taux de change. Bon, l'inflation a plusieurs causes. Parce que le taux de change influe aussi les coûts de vie des ménages, et pas seulement les coûts de vie des ménages, mais aussi sur la situation des entreprises. Donc la vie économique est impactée par cette fluctuation du taux de change de la monnaie, comme on veut bien le dire, le cours de change. Alors, plusieurs causes sont à la base, entre autres, il y a les dépenses publiques excessives, ça peut engendrer l'inflation. Ça peut être aussi engendré par le facteur exogène, tel qu'on peut le constater aujourd'hui, la crise ukrainienne, qui a impacté presque les économies du monde entier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le blé ukrainien ne sait pas, les céréales, le blé ukrainien ne sait pas être livré par tout le monde comme il en était par le passé. Alors cela a entraîné également l'inflation, la crise pétrolière également, qui a entraîné l'inflation sur les marchés internationaux, mais pour ce qui est de la RDC, il y a des réalités propres à nous. Ce qui fait que les causes sont multiples. Les charges publiques, les dépenses publiques qui sont excessives, cela entraîne également l'inflation au pays. Mais aussi, il y a l'économie qui est extravertie, qui est beaucoup plus tournée vers l'exploitation des matières premières, mais aussi de biens de première consommation qui sont importés, ce qui fait que les devises qui sont générées à l'interne sont exportées pour l'importation de biens de première nécessité, destinés à la consommation directe. Il y a la faiblesse même de l'industrie agroalimentaire, agro-pastorale dans notre pays, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nos devises ne savent pas être normalement maîtrisées correctement au pays. Ça demande beaucoup plus de sagesse et d'intelligence de la part des gestionnaires de la chose publique, mais aussi une politique appropriée de la Banque centrale qui est l'organe régulateur du secteur des finances au pays pour pouvoir maîtriser cette inflation. Alors, je ne sais pas s'il y a une seconde. Alors, monsieur Delphin, comment les charges publiques excessives pourra engendrer l'inflation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les charges publiques, lorsque vous regardez, il y a toutefois dépassement budgétaire dans la gestion de la plupart des institutions gérantes de notre nation, de la présidence jusqu'à dans les institutions territoriales décentralisées. Lorsque vous regardez ce qui a été budgétisé et les consommations, nous sommes en excédent à plusieurs reprises. Mais cela, on ne dit pas toutefois que l'inflation elle est toujours mauvaise. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous regardons bien, vous verrez que la croissance du budget national entraîne plusieurs facteurs. Ces facteurs qui sont basés sur la mobilisation des recettes publiques. C'est pour dire qu'il faut dépenser aussi plus pour pouvoir générer plus. Alors, s'il faudrait motiver les personnels des régies financières qui travaillent dans les secteurs, s'il faudrait également mettre en place des politiques structurelles pouvant aider la République à encadrer les recettes publiques, cela va engendrer de nouvelles dépenses, et ces dépenses peuvent constituer des excédents budgétaires. Cela va entraîner également cette inflation dont on est en train de parler à ce jour. Okay. Oui. Alors, l'économie extravertie de la République démocratique du Congo, ça dépend totalement de l'extérieur, et cela influe également sur l'économie de la République démocratique du Congo.
Congo, chose qui engendre l'inflation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle de l'économie extravertie, c'est pour dire que notre économie est beaucoup plus tournée vers l'extraction des matières premières. Donc, c'est ça le produit que la RDC exporte, que la RDC offre au monde au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez, il y a d'autres secteurs clés donc, que la RDC pouvait valoriser, mais beaucoup plus parce que c'est le secteur qui enrichit en général les politiciens dans notre pays. C'est pour ça que ce secteur est beaucoup plus privilégié au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement au jour d'aujourd'hui, mais lorsqu'on remonte dans l'histoire de notre pays, vous vous rendrez compte que même les colons qui ont donc colonisé notre pays, ils avaient tourné cette économie vers l'extraction de matières premières. Pour quelles raisons? Parce que c'est ces matières premières qui ont servi donc à développer leurs économies et aussi à développer leurs cités chez eux. Et la RDC en a payé le prix pendant des années. Alors, comme la RDC est la vache à lait pour les grandes puissances internationales, où tout le monde cherche à puiser ce que la RDC possède, ce sont les ressources minières, donc minéralogiques du sous-sol, et ce qui fait que beaucoup plus nous avions été donc canalisés vers l'extraction des matières premières. Et c'est cela que nous exportons. Mais tout ce qui est produit fini, la RDC importe en général. Vous vous rendrez compte que pour que nous consommons la farine qui est notre aliment de base, nous sommes obligés d'aller acheter à l'extérieur. La production locale, elle est insuffisante, insignifiante, parce qu'elle n'arrive pas à couvrir pas même le 10% donc, de besoins ou de la demande de la population congolaise. Okay. Oui. Alors, le président de la République a dit qu'il est grand temps que la République démocratique du Congo puisse maintenant se tourner vers le sol, parce que nous avons beaucoup plus fait la guerre à cause du sous-sol. Et pensez-vous que la faiblesse de l'industrie agro-pastorale en République démocratique du Congo, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué, serait aussi à la base de l'inflation, du taux d'échange? Est-ce qu'il est grand temps que nous puissions maintenant améliorer ce secteur? Bon, la RDC donc, est aussi vaste comme presque l'Europe, l'Union européenne, donc les États de l'Union européenne, quand vous regardez la RDC. Ce qu'il faudrait dire au jour d'aujourd'hui, la RDC ne peut pas tourner donc son économie vers un seul secteur d'activité. Alors, pour améliorer donc l'économie et le social même de la population, la RDC doit diversifier son économie à ce jour. Et pour diversifier cette économie, la RDC doit se tracer un système économique propre à elle, adapté, et pas aller par tâtons, comme nous sommes en train de le constater au jour d'aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, que nous y allons par tâtons au jour d'aujourd'hui, c'est pour dire nous sommes tantôt du côté capitaliste, du côté socialiste, parce que quand vous regardez la philosophie du gestionnaire donc, national numéro 1, qui est le chef de l'État, c'est le socialisme. Et quand vous regardez ceux qui nous accompagnent, ce sont les capitalistes. Alors, vous comprendrez que c'est celui qui apporte les capitaux, c'est celui-là qui gère, c'est celui-là qui contrôle la chose. Ce qui fait que nous sommes dictés à tous les niveaux, donc au niveau national, donc dans tous les secteurs de la vie nationale, par ce qui nous apporte les capitaux. Donc c'est là clair, parce qu'on dit que le pouvoir économique est toujours supérieur au pouvoir politique. Effectivement. Donc c'est celui qui tient la corde normalement qui gère. Okay. C'est ce qu'il faudrait retenir. Alors, le rôle qui doit jouer la Banque centrale du Congo dans pareille situation, parce que c'est la Banque centrale qui gère pratiquement l'argent de la République démocratique du Congo. Il y a inflation sur le marché du taux d'échange. La monnaie congolaise est en train de perdre un peu de la valeur par rapport à la devise étrangère. Alors, qu'est-ce qu'à ce stade la Banque centrale doit faire? Alors, avant de répondre à votre question, je souhaiterais donc faire une récapitulation de la situation économique de la RDC et puis arriver à donc donner une suite à votre préoccupation.
c'est que notre pays, la RDC, comme nous l'avions tous vu depuis l'école primaire dans le cours de civisme, c'est pour dire que la RDC, les territoires qu'occupe la RDC au jour d'aujourd'hui ou bien à partir de 1985, c'était constitué des empires et des royaumes qui étaient autonomes et indépendants. Où nous avions connu des royaumes Kuba, royaume Luba et autres Lunda. Donc chaque royaume avait son économie. Mais cette économie donc n'était pas aussi assez développée. Quand vous regardez bien, ces économies n'ont pas eu à faire recours aux capitaux étrangers. Et il n'y a pas eu de crises alimentaires qui ont frappé donc à fond ces économies. Ils savaient l'importance de l'agriculture. Alors, ils avaient investi normalement, donc maîtriser ce qui est de la consommation et tout ce qui restait, c'était à investir. Donc, tourner vers le développement donc, de l'industrie. C'est cette notion de l'industrialisation qui a donc manqué à à nos royaumes, nos empires qui ont existé avant la colonisation. Alors, pour organiser cette économie donc de manière un peu moderne telle que nous le vivons aujourd'hui, il fallait partir de la colonisation. La colonisation qui a réuni tous ces empires, les royaumes, pour constituer ce que nous appelons au jour d'aujourd'hui la RDC. Et vous vous rendrez compte que la RDC donc, a fourni des matières premières qui ont contribué significativement à la construction de la Belgique, de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de destruction donc, dans les pays occidentaux et il fallait reconstruire. Pour reconstruire, il fallait recourir à la République démocratique du Congo. Alors, la RDC étant donc un scandale géologique, donc, qui a toutes les matières premières presque donc, dans sa terre, a dû donner l'essentiel à l'Europe pour sa reconstruction. Avec le Congo de la Belgique qui était donc notre colonisateur. Mais vous vous rendrez compte que l'inflation dont on est en train de parler aujourd'hui ne tire pas ses origines au jour d'aujourd'hui. Ça tire ses origines à la veille de l'indépendance de la RDC. C'est là que l'économie de la RDC a commencé à vaciller. Alors, quand vous regardez la période pré-indépendance, on vous assure bien que voilà, les écrits nous démontrent que l'économie de la RDC vacille. Et les dettes, donc les intérêts ou les charges liées à la dépense publique étaient excessifs. Ce qui fait que le nouveau État du Congo, donc les Congos libres, les Congos indépendants, a rencontré beaucoup de difficultés dans ses premiers pas. Et à partir de ces premiers pas, il y a eu beaucoup de difficultés rencontrées, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, parce qu'il y a eu naissance des rébellions et donc l'instabilité. Il fallait attendre les années 90 pour connaître une stabilité. Et cette stabilité est arrivée au Congo. Et voilà ce qui arrive dans notre pays. C'est que nous avions l'élite qui, au départ, n'a pas été préparée pour gérer la République, mais était donc préparée tout juste pour travailler pour l'intérêt des Occidentaux, donc des colonisateurs. Et après cela, vous verrez que la GECAMIN, qui est donc la première société congolaise, donc le poumon même de l'économie congolaise, la GECAMIN qui a fait des réalisations importantes en termes de revenus dans les années 70, n'a pas su investir dans de nouveaux projets ou bien diversifier ses activités pour soutenir l'économie nationale. Or, c'est la GECAMIN qui fournissait à peu près 70% donc, de revenus au trésor public. L'AMIBA, 20%, et le reste, c'était les autres secteurs d'activité. Alors, vous vous rendrez compte que pendant la période de gloire, on n'a pas su gérer cette période. Et tout de suite, ce qui dicte le prix donc, des matières premières sur le marché, ce sont des acheteurs, ce sont des multinationales, ce sont des grandes puissances qui nous ont imposé. Mais aussi avec les désordres donc, politiques, la mainmise de la politique sur l'économie nationale a entraîné une fissure au sein de notre économie. Et l'économie est allée de mal en pire et qui a atteint donc
le fonds dans les années 90. Je pense que je suis en train d'aboutir. Je vous donne ça et puis... Vous allez tout droit vers... Oui, nous allons tout droit au dit. Oui, et après les années donc 90, la RDC va renouer à nouveau avec les institutions de Bretton Woods. Et quand vous regardez les années 90, c'est pour dire que dans une journée, on pouvait changer les prix des biens dans les rayons 4 à 5 fois. Donc l'inflation était galopante, incontrôlable. Et nous sommes partis à nouveau sur donc, la démonétisation, où la RDC a dû donc imprimer une nouvelle série de billets de banque qui est le nouveau Zaïre. Et vous verrez qu'à partir de là, donc, la situation était incontrôlable. Il fallait l'avènement du nouveau Zaïre avec le pouvoir des musées Kabila. Et à cette période, le Congo rentre encore dans la deuxième guerre plutôt du Congo, ce qui fait que l'instabilité s'est installée. Alors, si aujourd'hui nous parlons de l'inflation, parce qu'il fallait répartir à partir de là, oui, il fallait maintenant, oui. Surtout pour élucider encore ça. Oui, donc j'essaie un peu d'extrapoler parce qu'il y a la période de 2000 à 2015, donc c'est une période également donc, de gloire où nous avions connu quand même beaucoup plus de bonnes choses qui se sont réalisées également donc, dans notre pays. Alors, s'il faudrait mieux parler maintenant sur l'inflation actuellement, parce que nous sommes en train de parler du présent. Oui, c'est ce qui secoue le social de la population. Et la population est en train de payer le prix. Oui, la population est en train de payer les prix. Comme vous le savez très bien, monsieur le journaliste, c'est que dans notre pays, donc, presque 80% de la population donc, est au chômage. Donc, ce n'est que dans le milieu urbain que vous vous rendez compte qu'il y a donc des sélections du boulot. Les 20%, c'est dans les milieux urbains. Nous pouvons encore prendre 30% que vous allez retrouver dans les secteurs informels. Et le reste de la population, quand vous sillonnez nos villes, vous vous rendrez compte que c'est la mendicité donc, de part et d'autre. Il faudrait passer par de grands carrefours et vous vous rendrez compte qu'il y a des enfants abandonnés. Ce sont des signes palpables qui font que les ménages sont sérieusement affectés par cette inflation. Lorsque les ménages sont affectés, c'est pour dire que les ménages ont perdu leur pouvoir d'achat. Et donc les familles ne savent pas prendre en charge correctement donc, le tout petit. Et vous retrouvez sur la rue donc, autant de jeunes gens qui sont des mendiants à la longueur de la journée. Mais ce qui sera également donc, pour l'avenir donc, un danger. Donc oui, un danger public parce que c'est parmi ces jeunes gens-là qu'on retrouve aujourd'hui les bandits qui mènent donc, qui créent l'insécurité à travers la ville. C'est parmi ces jeunes gens-là qu'on retrouve donc, les grands semeurs de troubles donc, à la longueur de la journée, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans nos quartiers. Alors, cette inflation dont on est en train de se plaindre aujourd'hui a plusieurs causes et nous avions déjà énuméré quelques causes donc, de cette inflation. Mais aussi beaucoup plus, cette inflation est due également donc, par le fait que comme je le disais, notre économie est extravertie, mais les sociétés minières elles-mêmes, donc, qui exportent les matières premières de la RDC, donc la chaîne de production à l'interne, elle n'y existe presque pas parce que c'est presque le brut qui sort de la RDC. Alors, lorsque le brut sort de la RDC, c'est pour dire qu'il n'y a pas création de valeur, il n'y a pas création d'emploi au pays. Donc nous limitons tout juste à l'extraction et donc au premier traitement de ces matières pour les exporter. La transformation, ça s'est fait à l'extérieur, outre-mer. On ne crée pas de valeur. Au jour d'aujourd'hui, et donc de trois, lorsque je voudrais souligner, c'était pour dire que donc, les revenus même de ces exportations, donc ce sont des écritures comptables qui passent de banque à banque. C'est pour dire qu'une entreprise minière qui a vendu pour $1 milliard à l'extérieur du pays, lorsqu'il faut rapatrier les capitaux, ce sont des transferts. Ces transferts, ce sont des écritures, ce ne sont pas des liquides qui se transportent. Donc il faudrait que nous... Essayez d'être plus clair à ce niveau. Oui. Les chiffres, oui. sont des chiffres qui se transfèrent de banque à banque.
la banque. Oui, oui. Alors, c'est comme aujourd'hui là. Donc vous êtes là, donc vous voulez faire un transfert à votre frère qui vit peut-être avec Western Union. Vous faites un transfert à votre frère qui est à Bolivie ou bien à Kinshasa. Ce n'est pas l'argent liquide qui se transporte. Oui, et ce sont des écritures comptables qui se passent entre banque et banque, ou bien entre telle agence et telle autre agence. Il faudrait que cette agence donc, soit à mesure, soit ait la disponibilité des fonds nécessaires pour pouvoir donc régler les comptes que vous avez donc activés à travers l'agence CERF. Okay. Monsieur Delver, revenons à votre question liée à la Banque centrale du Congo. Oui. Le rôle que la Banque centrale du Congo doit jouer dans cette situation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La Banque centrale du Congo, c'est l'organe régulateur du secteur donc, de finances publiques, parce que c'est elle qui imprime la monnaie, mais c'est elle qui contrôle également. Donc les lois sont édictées au jour d'aujourd'hui dans notre pays. Nous parlons des décisions de la Banque centrale, mais aussi du règlement de change de la Banque centrale. Donc il y a les règlements et les décisions qui sont mises en place pour contrôler et réguler les secteurs donc, de finances ou bien de la monnaie dans notre pays. Alors, la Banque centrale a émis des politiques. Et c'est pour ça que la Banque centrale fait même le suivi auprès donc, des sociétés minières pour le rapatriement donc, des capitaux, tel qu'exigé par les codes miniers révisés, même l'ancien code également en parlait. Alors, lorsqu'on fait donc, ces suivis, ces entreprises rapatrient au pays une partie de leurs revenus. Et donc à peu près 30% de ces revenus restent à l'extérieur du pays pour payer les dettes extérieures contractées en dehors du pays. Alors ce sont nos banques commerciales qui importent les billets des banques à partir des États-Unis pour fournir les marchés. Vous voyez? Donc il faudrait que ces billets soient suffisants sur le marché. Or s'il y a plus de billets, donc c'est pour dire que donc, le cours d'échange va également subir des conséquences néfastes. Alors la Banque centrale essaie de jouer à l'équilibre. Par moment, la Banque centrale fait la rétention des francs congolais pour jouer sur la baisse donc, de la valeur de la monnaie, donc de la devise étrangère au pays. Donc c'est ça même la question principale. Oui, la question principale. Maintenant, ici, pour ce qui est de chez nous, c'est qu'il y a par moment l'inflation qui est créée également donc aussi par la Banque centrale. Pourquoi il se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, donc dans les pays, donc on a payé beaucoup plus le personnel, les fonctionnaires, le militaire. C'est pour dire qu'on a injecté une grande masse donc de francs congolais sur le marché. Et le franc congolais, donc la masse devient beaucoup plus supérieure par rapport donc, à la devise. Il y a également les bureaux de change, il y a les cambistes qui jouent aussi à la prudence, oui, qui peuvent créer donc, des situations qui vont entraîner l'inflation au pays. Et alors, c'est à ce niveau, oui. Le franc congolais est en train de perdre la valeur face à la devise étrangère, notamment le dollar. Dans ces cas, le gouvernement congolais fait quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsque nous regardons cette inflation, elle n'est pas aussi assez grande. Donc, quand vous regardez l'écart, donc ça va être à 1,2. Oui, 1,2. Donc, c'est parti des 1800, 2000, aujourd'hui, donc de 1800 à lorsque le nouveau gouvernement, donc le cinquième président est entré en fonction, nous étions à 1600. Donc on est parti de 1600 à 1800, de 1800 à 1200 et à 2000 plutôt, de 2000 à 2100, 2150 à ces jours. Alors, lorsque vous regardez donc cette fluctuation, vous vous rendrez compte que voilà,
On n'a pas recouru donc à l'impression ou bien donc à la mise en circulation de nouveaux billets de banque. Mais vous vous rendrez compte que les petites coupures sont en train de disparaître petit à petit sur le marché. C'est pour dire qu'il y a des opérateurs économiques qui font la rétention, donc des petites coupures. Ce qui fait que les commerçants, quand ils ne savent pas donc, payer, donc livrer des biens de faible valeur à des prix aussi donc, faibles, ils essaient de relever le prix de ces biens-là au niveau des billets existants. C'est pour ça que vous vous rendrez compte que dans nos supermarchés au jour d'aujourd'hui, un bien qui coûtait 100 francs, 200 francs, lorsque vous y allez, c'est les 500 francs qui sont avalés. À la place de vous retourner 200 francs, 100 francs, on vous rend un billet, donc on vous rend peut-être un bonbon, un stylo. C'est une façon pour les commerçants d'écouler les marchandises à faible vitesse. Donc ils créent eux-mêmes donc, cette situation. Ils regardent l'intérêt qu'ils gagneraient en écoulant leurs biens à faible vitesse et perdre un 200 francs qu'il a retenu lui-même donc, dans sa caisse. C'est pour dire que les commerçants jouent par moment à l'anticipation. Et ils le font comme ça. Et quand vous regardez, ce billet de petites coupures n'existe presque pas. Et quand vous y allez à d'autres endroits, même les billets de 500 francs commencent à poser des problèmes dans notre ville de Lubumbashi. Donc la tendance c'est quoi? Donc c'est d'éliminer donc le billet à faible valeur pour essayer donc de suivre la courbe de l'inflation. Alors, pour y revenir, parce que nous avions déjà parlé là-dessus, c'est pour dire, nous avions parlé donc des dépenses publiques qui croissent régulièrement, mais aussi, donc chaque jour, nous parlons des détournements dans ces pays. L'assiette économique de la République démocratique du Congo. Chaque jour, donc, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on ait parlé des détournements dans ces pays, et ces détournements, c'est en termes de millions. Alors, s'il y a des détournements en termes de millions, mais aussi il y a des décaissements qui ne suivent pas les règles donc, de la Banque centrale du Congo. Vous voyez, quand on paye donc, à MSN donc, une somme de 100 000, donc c'est au-delà donc, du plafond réglementaire qui est de 9 900 $ américains. Alors, si ces opérateurs économiques, ces gens qui manquent l'intégrité, qui se servent donc du trésor public comme leur propre poche, donc ils sont parmi ceux-là qui entraînent, qui créent donc cette inflation au pays. Pourquoi? Parce qu'ils retirent donc ces billets de banque du circuit normal pour les ramener dans le circuit informel. Et en ramenant vers le circuit informel, ils créent un vide. Donc au sein du trésor public, pas seulement du trésor public, mais aussi de nos banques. Parce que cet argent va aller de poche en poche. Donc ça entraîne, ça crée également, donc c'est aussi l'une des causes de cette inflation que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Mais pas seulement cela, donc comme je l'ai souligné, c'est que l'inflation est due aussi à la situation mondiale. Oui, donc, oui, la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, donc a impacté plusieurs économies. Et en termes de carburant, parce que les carburants, c'est comme du sang donc, dans les corps humains. Mais pour l'économie, les carburants, c'est un élément clé parce que ça favorise la mobilité. Pas seulement la mobilité des personnes, mais aussi la mobilité des biens. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avions besoin de carburants. Ce sont nos devises qui quittent les pays vers l'étranger. Pour aller faire quoi? Pour aller se procurer les carburants. Donc c'est la crise énergétique également qui a des conséquences néfastes. Cette situation peut aussi nous ramener à la réserve. Oui, donc la réserve, ce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut... Parce que laissez-moi finir d'abord et puis je reviens à la réserve. Oui. Oui. Alors, la crise énergétique, ce qui fait que donc, le prix du baril, même aux États-Unis d'Amérique, qui est donc l'un des pays, donc les grands producteurs de carburant au monde, a été frappé de plein fouet.
Alors, les pays africains qui sont donc en tête, le Nigeria, premier producteur du pétrole, a été secoué sérieusement, sans parler des pays donc, du Maghreb. C'est pour dire que nous, la RDC, donc, la situation a été encore beaucoup plus atténuée. Mais laissez comprendre que les prix donc, du litre de carburant qui est passé à la pompe de 1600 à 2350 dans notre espace sud-est, ça a une incidence donc, significative sur le bien de première nécessité, mais aussi sur la production minière, parce qu'il y a des sociétés minières qui utilisent les carburants dans leurs usines ou bien dans les engins qu'ils utilisent donc, pour la production. Alors, ce qui fait que le prix du transport influe sur le prix des biens sur le marché, et cela entraîne également la perte du pouvoir d'achat des ménages. Alors, allez-y, continuez avant d'aborder l'aspect lié à l'impact sur le social de la population, le prix que la population est en train de payer. Mais vous avez dit que vous allez parler d'abord les réserves de change. Merci beaucoup. Oui. Alors, les réserves de change, parce qu'il faudrait en parler au pays. On parle aujourd'hui que les réserves de change a été quadruplées. Donc, nous, par rapport au quinquennat qui est en cours, donc aujourd'hui nous sommes presque à 4 milliards donc, de réserves de change. Ce qui est aujourd'hui la production donc, locale de nos matières premières a connu donc une croissance significative, parce qu'il y a des mines qui ont été lancées donc, pendant cette période. Depuis 2 ans, il y a donc la grande mine du cobalt au monde, de Kamoa, donc, qui produit. Il y a KCC qui avait presque mis au ralenti ses activités, qui a repris. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs donc, facteurs qui ont fait que l'économie puisse donc nos réserves d'échange soient suffisantes à ce jour. C'est que lorsque ces entreprises minières donc vendent, il y a la rétrocession donc en termes de paiement des impôts et taxes. Il y a la rétrocession en termes des redevances qui sont versées à l'État congolais, et cela passe par les trésors publics. En passant par les trésors publics, ça fait un cumul. Ces cumuls, il y a une partie qui va dans les réserves, donc des réserves de change, qui vont donc constituer donc, des garanties quand même pour la RDC, mais aussi donc, qui seront utilisées pour le paiement donc, pour le paiement de dépenses publiques de l'État. On n'a pas fini avec l'inflation. Donc l'inflation, comme je le disais, avait plusieurs causes. Mais aussi, il y a une cause majeure qui est à la base de cette inflation. C'est la guerre de l'Est. Peut-être on ne veut plus en parler, mais c'est une cause donc, très majeure, très capitale qui impacte négativement notre économie. Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois qu'il y a un projet donc, de développement dans ces pays, la guerre de l'Est ressurgit toujours pour absorber tout ce qui a été programmé pour les investissements donc, dans notre pays. Et cette guerre donc, limite également donc, la situation, soit des activités économiques dans la partie est de notre pays. Et vous vous rendrez compte que c'est une partie donc, de la RDC la plus importante, donc après l'espace sud-est, c'est la partie est qui est également riche en minéraux. Et ce sont des minéraux stratégiques. Nous parlons aujourd'hui du coltan, nous parlons du lithium dans les Tanganyika, c'est la partie est. Et quand vous regardez toute cette partie-là, même pour les activités commerciales à cause de l'insécurité, ça pose un problème sérieux. Et donc une partie, comme au jour d'aujourd'hui avec la loi de programmation budgétaire, vous vous rendrez compte que 10% de nos budgets seront tournés dans les investissements de l'armée. Et lorsqu'il faudrait donc prendre une partie de nos revenus, les investir dans l'armement, donc nous serons comme la Russie, investir donc la grande partie de son budget dans l'armée et pas donc dans le social. Alors, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut aller acheter les armes,
il faudrait donc motiver pas seulement nos militaires, mais même les militaires des communautés, tous ces gens-là qui viennent chez nous, soi-disant qui viennent nous appuyer. Donc ce sont des millions de dollars qui se volatilisent. Et au jour d'aujourd'hui, même le programme des 145 territoires risque d'être impacté par cette situation. Oui. Donc c'est pour dire notre pays, comme je le disais, donc c'est un cas particulier qui a des réalités par moment qui ne sait pas donc être expliqué par rapport à ce qui se passe ailleurs. Okay. Oui. La population paie le prix. Oui, effectivement. Les paniers de la ménagère est vraiment impacté d'une manière négative. Et dans ce qui est Lubumbashi, on se rend compte que les produits de première nécessité ont presque doublé le prix. Doubler le prix à ce jour parce que la farine de maïs qui était à 20 000, au jour d'aujourd'hui c'est autour de 36-40 000 francs, voire dans les grands supermarchés jusqu'à 48 000 francs, donc la production locale. Alors c'est pour ça que nous avions souligné il y a l'importance de relever les secteurs agroalimentaires dans notre pays. Donc redonner la valeur à l'industrie locale. Alors il faudrait au jour d'aujourd'hui pas seulement donc redonner cette valeur, mais donner le pouvoir d'achat, mais aussi les capacités donc entrepreneuriales à notre population pour investir dans ces secteurs. Alors, vous vous rendrez compte qu'il y a eu plusieurs projets dans ces pays de soutien, que ce soit à la jeunesse, que ce soit donc aux entreprises existantes. Alors, quand nous faisons des analyses au jour d'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que peu d'entreprises ont des projets tournés vers le secteur agroalimentaire ou bien agro-pastoral. Oui. Alors, ce sont des développements, des applications informatiques. Ce sont peut-être des ingénieurs. C'est la création des comptables. Quand vous allez dans nos universités, quand vous regardez la faculté de l'agronomie à l'INILU, donc c'est presque 5% donc, de la masse étudiantine. Alors que sous d'autres cieux, on privilégie les secteurs techniques, mais chez nous, c'est beaucoup plus administration qui est privilégiée, ce qui fait que cette classe qui est normalement mise sur le marché par nos universités et nos instituts supérieurs, beaucoup plus, ce sont des consommateurs de revenus. Oui. Est-ce que la population peut aussi jouer un rôle pour lutter contre l'inflation? Mais oui, au jour d'aujourd'hui, il faudrait prendre conscience. La première des choses, c'est qu'il faudrait que les sols prennent sa revanche sur le sous-sol, comme le disait le chef de l'État. Mais pour prendre cette revanche, je crois que dans la province du Haut-Katanga a été un modèle à un certain moment, mais que nous sommes en train de perdre de petit à petit. Vous vous rendrez compte, à l'époque du feu gouverneur Kazimbe, il y a eu des villages agricoles qui étaient instaurés. Vous vous rendrez compte qu'avec avec le nouveau gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, il y a donc la distribution des semences et des intrants agricoles. Ce qui fait que si la population prenait au sérieux ces dons, on pouvait encore faire mieux. C'est pour dire qu'on ne pouvait pas se plaindre parce que nous avions des terres arables. C'est une grande richesse qu'on ne retrouve pas dans plusieurs autres nations. Alors quand vous regardez, c'est chez nous où nous ne voulons pas privilégier l'agriculture. Alors c'est l'impatience qui caractérise beaucoup plus la population congolaise. On veut gagner tout de suite, mais on ne veut pas investir dans ce qui est pérenne, durable. Ce qui est pérenne, durable, c'est l'immobilier, c'est l'agriculture. Alors, combien acceptent d'aller cultiver, d'avoir demain sale pour que demain, il soit erré? Quand on regarde la jeunesse au jour d'aujourd'hui, cette jeunesse délinquante qui circule à travers la ville, je peux dire que c'est une main-d'œuvre importante. L'exemple a été donné par les Kuluna à Kanyamakasese. À un certain moment, la République a mangé le maïs cultivé à Kanyamakasese. Mais c'est la chose qui ne se réalise pas encore parce que les images ont presque disparu sur nos médias. Mais le projet quand même continue.
le projet continue, mais pas avec l'impact initial. C'est là le plus grand problème. C'est qu'il faudrait qu'il y ait une continuité. Il faudrait plus que lorsqu'on vous a applaudi aujourd'hui et que demain on baisse les bras. Non. Nous voudrions voir donc la production croître. Là, on a produit 30 000 tonnes. Cette année, si on pouvait produire 100 000 tonnes, c'est pour dire qu'une partie donc, de la République sera nourrie sans tenir compte de la main tendue à l'extérieur pour pouvoir combler les vides. Je crois que c'est là que se situe le problème. Mesdames, Messieurs, vous êtes dans le programme Couloir de la vérité. Nous parlons tout justement de l'inflation du taux d'échange, son impact sur l'économie et le social de la population. En recevant M. Ulunga Kasongo Delphin, rapporteur de l'ONEC dans la province du Haut-Katanga. M. Delphin, en termes de conclusion, qu'est-ce que vous allez donner? Bon, en termes de conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale devrait mettre une politique structurelle, donc monétaire dans notre pays, pouvant donc empêcher l'inflation telle que nous sommes en train de la vivre au jour d'aujourd'hui. Et beaucoup plus, là, il faudrait encourager les autorités de notre nation à pouvoir inciter la population à investir dans les secteurs agroalimentaires, parce que c'est le secteur clé, ce qui fait que lorsque le panier de la ménagère est affecté, pourquoi? Parce que nos devises sont beaucoup plus tournées vers l'extérieur. À titre d'exemple, nous voyons tout juste à côté de chez nous, il y a une nation chez laquelle nous avions toujours importé et la farine et beaucoup de biens, c'est presque 12% de nos importations. Alors dans cette nation où donc les Haut-Katanga dépend presque à 60% dans l'alimentation, le taux d'échange chez eux a été stabilisé, donc qui est parti de 1800 pour 100 dollars à 1400, alors que chez nous, nous sommes partis de 2000 à 2100, 2150, ce qui fait que les commerçants qui doivent même se réapprovisionner auprès de leurs fournisseurs étrangers, donc ils connaissent déjà une perte dans l'approvisionnement. Et cette perte-là sera compensée sur le marché, ce qui va encore créer un vide chez nous. Alors, de trois, s'il faudrait parler, nous avons besoin de compétences. Parce que nous nous rendons compte que la majorité des grands diseurs, ils ne sont pas des grands faiseurs. Alors, la majorité crie à la longueur de la journée pour des résultats nuls. Nous avons besoin de compétences. Il ne faudrait plus qu'il y ait des gens qui s'approchent autour des autorités, des chefs de l'État, du gouverneur de province, donc que ce soit des véritables travailleurs. Donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc nous voudrions des compétences, des gens capables, responsables, qui peuvent produire, faire mieux pour la République. Mais pas seulement ces gens compétents, nous avions également besoin de gens intègres, donc des hommes intègres. Donc les ressources humaines, c'est un élément, un facteur clé, c'est une ressource clé pour la réussite du développement économique dans notre pays. Parce que tout tourne autour de la politique, c'est la politique qui dicte tout dans notre environnement. Il faut que ces hommes qui soient autour de ces politiciens soient des hommes compétents, mais aussi des hommes intègres. Parce que s'ils sont intègres, ces hommes ne toucheront pas au trésor public pour pouvoir créer un déséquilibre dans la balance commerciale du pays. Ce qui entraîne l'inflation que nous sommes en train de décrire. En dehors de ces hommes-là, nous avions besoin que nos autorités militent pour un transfert de technologies, comme nous les voyons ailleurs. Donc la nouvelle technologie dans l'agroalimentaire avant de toucher aux autres secteurs. Alors si nous maîtrisons donc la production locale, c'est pour dire que nous n'aurons pas à dépenser beaucoup plus de masses importantes de nos devises pour aller chercher à l'étranger. Ces devises vont servir pour des investissements clés au pays. Pourquoi? Parce que nous avions
donc maîtriser les aspects les plus élémentaires dans notre pays. Alors, si je dois citer davantage, donc c'est pour dire que nous avons besoin de la durabilité. Donc, ces hommes intègres, ces hommes compétents, cette technologie qui sera transférée à notre pays doit durer le plus longtemps que possible dans notre pays. Pour ne pas revenir dans la même situation. Pour ne pas revenir dans la situation chaotique que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Alors, nous avons besoin de la durabilité. De la durabilité. Mais pas seulement de la durabilité doit être associée à la sobriété. Donc, on doit être sobre, même lorsque nous prenons des décisions, ce sont des décisions pertinentes et des décisions qui impactent donc l'économie nationale donc, de manière pérenne. C'est ce dont nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. Donc des décisions qui vont faire que les finances publiques soient totalement assainies. Qu'il n'y ait pas de dépassement budgétaire, mais aussi que l'État congolais ait l'ensemble des moyens qu'il attend donc des impôts et taxes plutôt, que la fiscalité produise donc les meilleurs qu'elle puisse donc pour la République. Mais aussi pour mieux terminer, donc ce qui fait qu'il y ait des fuites et autres qui entraînent, c'est aussi donc la circulation de la masse monétaire entre les mains des individus. C'est qu'il faudrait aujourd'hui recourir à la dématérialisation donc des transactions, passer à ce qui est numérique. Ce qui fait que l'État ne perd pas seulement donc, du fait de l'excessivité des dépenses publiques, mais aussi l'État perd beaucoup plus par l'évasion fiscale. Ce qui fait qu'il y a des masses importantes qui sont importées et lorsque ces masses-là sont injectées sur les marchés, ça crée une instabilité qui peut-être de manière scientifique, on ne sait pas expliquer correctement au jour d'aujourd'hui. Monsieur Delphin, merci d'avoir participé dans cette émission. Merci beaucoup, M. Tunda. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces jours. Merci, M. Delphin Ilunga, rapporteur de l'ONEC, dans le bureau provincial du Haut-Katanga que nous avons reçu aujourd'hui dans le couloir de la vérité. Avec lui, nous avons parlé sur, bien sûr, l'inflation du taux de change, son impact sur l'économie de la République démocratique du Congo et les sociales de la population. Mesdames, Messieurs, c'était pour nous un réel plaisir de vous communiquer aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Restez sur Ortolan Télévision. À très vite.